Bonjour Emeric, comment ça va? Bonjour, bonjour Bon, Aurélien, alors, très bien. Et pas vous? mal de nouveautés, pas mal de choses entre le moment où on a planifié, j'ai pensé à vous, forcément, au vu de la thématique de la newsletter, ça a été rapidement tourné vers vous. On s'est rencontrés en 2019 au Salon du Bourget. Vous présentiez d'ailleurs une maquette physique de Space Train. On va vous donner l'opportunité de nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce projet. Et on est aussi là ensemble aujourd'hui pour parler de contexte d'innovation en France. C'est la thématique de la newsletter et c'était important pour moi de pouvoir recueillir vos impressions. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent de votre côté par rapport à ça, des frustrations, des embûches, des succès, puis aussi une envolée récente vers des contrées singapouriennes. Est-ce que tu peux déjà nous présenter un petit peu ce qu'est Space Train, la jeunesse du projet et quels sont quelque part vos objectifs en termes de développement? D'accord, ouais, je peux faire ça. Alors, le Space Train, c'est une navette sur coussin d'air qui est en sustentation donc sur de l'air, qui va fonctionner à des vitesses moyennes de 500 km/h. Cette navette, elle sera alimentée par un moteur à induction linéaire et lui-même alimenté par une pile à combustible à hydrogène. Voilà en résumé à quoi correspond le Space Train. L'objectif de ce transport est de relier des métropoles entre elles, alors des métropoles à des distances de pas plus de 200-300 km. Le rapport prix de ce projet-là est d'environ 8 millions d'euros par kilomètre. Et pour faire une comparaison, c'est 2 fois et demi moins cher que le TGV actuel qui est à 25 millions d'euros par kilomètre. Donc, on peut aller chercher une rentabilité beaucoup plus efficace que le TGV. Dans le cas de, alors ce que j'avais compris quand on s'était rencontrés, c'était surtout le potentiel de connexion interrégionale était assez fort. Les cas d'usage les plus rapides à mettre en place, qui seraient les premiers en fait que vous mettriez en place avec Space Train, ce serait ça, ce serait des connexions entre les régions, ce serait quoi? Des types de liaisons qui seraient exploitables par le Space Train et qui créeraient une rentabilité beaucoup plus évidente que le TGV, c'est des liaisons telles que Paris-Le Havre, euh, Nice, Aix-en-Provence, par exemple, Montpellier, Aix-en-Provence ou Montpellier-Toulouse. Voilà, c'est dans cette corde de liaison que le Space Train crée une rentabilité beaucoup plus évidente que le TGV. Très bien, c'est super clair. Euh, On est là pour parler de la France et de la capacité de ce territoire à accueillir et à favoriser des innovations de rupture. Space Train en fait partie. Quel est ton sentiment par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis des autorités? Alors, je vais te laisser résumer un petit peu ce qui a pu être un point bloquant, ce dont vous aviez besoin, ce que vous attendiez, notamment de la région, de l'État, et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire et de ce qui a pu freiner à des moments les ambitions de votre entreprise? Oui, alors nous, on s'est installé en Centre-Val de Loire uniquement parce qu'il y avait l'ancienne voie de l'aérotrain. On s'est dit que cette voie qui était là depuis 50 ans, inerte et abandonnée, on aurait pu la récupérer pour pouvoir en faire une voie test. Pas une liaison, hein, juste une voie test, c'est-à-dire un monument d'industrie euh, avec une vision internationale. Ça n'a Vous pas étiez une boîte fonctionné. parisienne, en fait. C'est ce que tu me disais Nous, quand nous on... sommes nous sommes toujours une boîte parisienne. On n'a jamais été une boîte orléanaise. Mais on a joué le jeu, on s'est installé à Orléans très rapidement. En 2018, on a pris des bureaux, puis un laboratoire. Et c'est là d'ailleurs qu'on a construit notre navette qui a été exposée au Salon du Bourget. On a aussi fait beaucoup de réseaux au niveau des élus locaux. Et le point bloquant a été que, à aucun moment donné, à aucun moment, cette région a joué le jeu. C'est-à-dire qu'au lieu de nous soutenir officiellement, c'est une région qui n'a pas fait, qui n'a rien fait concrètement. On a eu que des paroles en l'air, rien de suivi. J'ai rencontré à plusieurs reprises François Bonneau, qui est le président de la région Centre-Val de Loire, qui m'a promis un accompagnement, mais au final, c'était que des promesses en l'air. Il n'y a jamais eu d'aboutissement. Voilà, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens, hein. Je résume très rapidement, mais jusque-là, si vous voulez, le manque de soutien de la région fait qu'à un moment donné, l'État, qui est propriétaire
de la structure, c'est les domaines qui en sont propriétaires, Ouais. bah, elle ne donne pas suite. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, bon, bah, si la région ne suit pas, ils sont allés voir l'entreprise, ça ne les intéresse pas, ou bon, voilà, on ne va pas se bousculer si la région n'en veut pas. Donc, du coup, qui a refusé qu'on utilise en tout cas ce rail? En vérité, c'est même pas un refus, hein, c'est que vous posez une question et on vous donne jamais une réponse. On vous promène de droite à gauche. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, moi, si c'est refusé, si c'est pas refusé, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça bloque. Voilà. Et ça bloque de qui? Est-ce que ça bloque de la région? Est-ce que ça bloque de l'État? Est-ce que c'est le lobbying de grosses sociétés comme Alstom, SNCF? Je ne sais pas. J'en sais rien. On a rencontré tout le monde, mais jusqu'à aujourd'hui, rien. Donc, c'est pourquoi je suis un peu fatigué par ce genre de, d'attitude et de rester en attente, quoi. Moi, je suis un entrepreneur, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de dynamique, j'ai besoin qu'on m'accompagne, tout seul pour un projet comme celui-ci. C'est un projet ambitieux, certes, hein, mais c'est un projet qui a des capacités de déploiement à l'international, qui a déjà fait ses preuves dans les années 70, puisqu'il a fonctionné. Il y a eu un contexte dans ces années-là qui a fait qu'il n'a pas pu se déployer, mais aujourd'hui, le contexte est différent. On peut proposer ce type de transport, il est tout à fait rentable, il est écologique, abordable pour l'usager, il a vraiment la capacité d'apporter une solution de transport abordable et de créer, en fait, j'ai envie de dire, de nouveau une espèce de dynamique au niveau de la France euh, qui n'a plus, pour moi, il n'y a plus cette dynamique en France Sur aujourd'hui. l'industrie, tu veux dire en Sur général sur... l'industrie, voilà, je veux dire sur l'industrie, parce que on le voit bien. Nous sommes en crise sanitaire. OK. Là, on a une société française qui s'appelle Valneva. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non. C'est une société donc c'est une fusion entre une société française et une société autrichienne, il me semble. Mhm. Cette fusion, en fait, crée une société qui s'appelle Valneva. Cette société fabrique un vaccin. Elle fabrique un vaccin contre le Covid. Eh bien, elle a cherché des fonds, elle a cherché un soutien financier en France. La France, elle a traîné, 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 traîné. Il n'y a jamais rien eu. Et bien, à un moment donné, ils ont rencontré les Britanniques. Les Britanniques ont dit quoi? Bon, on dit, bon, mais nous, on finance tout de suite. On a la preuve comme quoi ça fonctionne. On finance, on ne perd pas de temps. Et donc, ben, le vaccin est parti en Angleterre. Et aujourd'hui, bah, on est tous là devant cette société française qui a créé un vaccin, mais on n'a pas le droit de l'utiliser ou de l'avoir, d'en bénéficier parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont plus la réactivité d'avant pour lancer une Il y a, industrie. il y a un Alors, sentiment de crispation un petit peu du fait que ce qui est beaucoup revenu dans les échanges que j'ai pu opérer avec les différents experts, entrepreneurs ou pas entrepreneurs, d'ailleurs, même certains historiens de l'industrie, etc., c'est qu'on a un passé, un historique bureaucratique. Est-ce que tu penses que c'est principalement de bureaucratie? Est-ce que tu penses plutôt que c'est quelque chose qui relève du manque de vision à long terme et donc de l'innovation à long terme et donc les investissements qu'on doit faire maintenant, s'il n'y a pas un retour d'investissement, on va dire, rapide, fait qu'on ne considère pas un projet euh, en priorité, mais j'ai envie de dire, ça ne vous concerne pas, puisque les retours d'investissement seraient finalement relativement rapides avec l'implémentation de Space Train, ou est-ce que pour toi, c'est un sujet d'électoralisme ambiant, c'est-à-dire que les gens, il y a de la politique. C'est quoi, toi, ton impression? En tout cas, c'est quoi tes clés? Quelle raison au fait qu'on n'ait pas donné suite à Space Train qui, finalement, si je résume bien, demandait simplement l'accès à des infrastructures aujourd'hui inutilisées, historiques, pour pouvoir faire une navette de test. Donc ça paraît simple sur le papier. moi, très sincèrement, pour moi, ce qui manque aujourd'hui pour que l'industrie existe et se déploie correctement, et pour qu'un projet comme le mien existe en France, euh, le vrai problème, en fait, c'est la peur. Pour moi, ça se résume à la peur. Pourquoi? Parce que on a affaire à des gens, à des élus qui ont peur de ne pas être réélus. Donc, ils vont tout faire pour prendre le moins de risques, mais se faire bien voir. De notre côté, on a un lobbying qui est exercé par des gros groupes comme Sanofi, Alstom, là,
la SNCF. Et c'est cette pression, en fait, exercée par ces groupes auprès de politiques va faire qu'on va perdre du temps. On va perdre du temps. Et déjà que l'administration française est très longue, si en plus, en haut de la pyramide, ben, on perd du temps et on n'est pas réactif et qu'on a peur de s'investir, parce que c'est bien d'être élu, mais quand on est élu, il faut savoir s'engager. Mais pas s'engager dans la parole, s'engager dans le concret. Et là où je pense que l'engagement il doit être le plus investi, c'est auprès des PME. C'est pas auprès des gros groupes. Les gros groupes, ils existent déjà. Hmm. Donc, ils n'ont pas besoin en fait euh, d'avoir autant d'investissement de la part de ceux qui nous représentent au niveau de l'État que nous. Nous, on en a besoin. Et pour ça, il faut des hommes courageux. Et ça, c'est un problème. Ce problème, il est là. Alors, c'est vrai que ce que je dis là, peut-être, ça va être vu de manière un peu extrême, ou un peu offensive, mais pour moi, c'est la réalité. C'est ça la réalité. La question qu'on se pose, c'est que, oui, moi, quand j'ai lancé Industry for Good, mon objectif, c'était de donner une vision un peu candide des sujets liés à l'industrie. Et ma vision candide, c'est de me dire, c'est marrant parce que dans l'environnement médiatique que je consulte, que je suis sur les sujets de l'industrie, le discours ambiant est complètement à l'opposé. C'est-à-dire qu'entre les sujets de Startup Nation, des envies de pousser l'émergence de technologies de rupture, les discours et même le déblocage de budget. En fait, la France semble montrer un visage où débloquer des budgets autour des sujets de compétitivité sur certains secteurs, en particulier sur les verticaux industriels, il y a eu des initiatives. Mais je sens une dichotomie très forte entre la perception de certains inventeurs et ce qu'on entend dans les médias euh, de manière absolument régulière. Je pense au discours mené par la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, qui montre un volontarisme. Et c'est toujours pour moi curieux, difficile de me positionner, ou en tout cas de comprendre pourquoi il y a autant d'écart entre ce que j'entends de vous aujourd'hui, de toi, Émeric, aujourd'hui, et ce que j'entends des politiques. C'est une image, en fait. C'est que les politiques ont besoin de refléter une image positive et qui va de l'avant, et pour pouvoir montrer qu'ils sont dynamiques, présents, toujours là pour le soutien. Mais en vérité, dans le fond, dans le concret, il n'y a rien, il n'y a personne, c'est du vide. C'est ça le problème en vérité. Nous, il nous faut de l'action, il nous faut de la détermination et il nous faut de l'accompagnement. Il ne faut pas des paroles. Et c'est aujourd'hui aussi pourquoi moi je suis dans cette situation. Mais quand un entrepreneur qui s'engage, parce que moi je me suis engagé tout seul, et contrairement à tout ce qu'on peut croire, et je ne suis pas un fils à papa qui a bénéficié de l'argent qui a dépensé l'argent de ses parents, etc. Moi, je me suis fait tout seul. Je viens du sud de la France, je suis monté tout seul à Paris. J'ai pas fait les grandes écoles, j'ai pas fait Sciences Po, l'ENA et compagnie. J'ai suivi un cursus tout à fait classique à l'université. Donc, pour arriver à créer ce projet-là, c'est moi avec ma sueur qui ai combattu pour arriver à ça. Nos dirigeants politiques aujourd'hui, eh bien, qui sont passés pour la plupart par des grandes écoles, pourquoi eux n'ont pas la capacité et le courage d'avancer? Ouais. C'est triste, quoi, je trouve. Très triste. Il y a un paradoxe. Et après, c'est vrai que je pense que l'État s'appuie beaucoup sur des cas de projets qu'ils ont soutenus. Mais en fait, les projets fleurons sur lesquels l'État communique beaucoup ne seraient, selon toi, pas révélateurs au sens de la masse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des collègues, des gens avec qui tu as bossé, d'autres entrepreneurs qui rencontrent des problématiques similaires. Dans quelle mesure ce phénomène est répandu? L'idée n'étant pas du tout d'insinuer le fait que ton cas pourrait être isolé. L'idée, c'est vraiment de te demander, toi, concrètement, est-ce que tu as l'impression que c'est généralisé ou est-ce que tu penses que vous êtes dans une brèche, que c'est pas de bol, que le lobby de la mobilité est très fort et que vous en êtes victime? C'est quoi ton état des lieux, toi, aujourd'hui? Moi, je Je pense à pense que Francky Zapata, je pense à Alain Thébault de C-Bubble qui s'est retrouvé à devoir aller développer hors de France suite à un imbroglio avec la mairie de Paris qui finalement aujourd'hui revient.
Tu as d'autres Non, exemples? Qu'est-ce mais que tu penses? non, bah, alors, il y a des sociétés pour lesquelles ça fonctionne. Euh, pour le déploiement de tout ce qui est application, on va dire que la France, elle est présente. La Mais tech, quoi. La l'application, French Tech, typiquement, la French la Tech. French Tech, mais c'est des choses assez simples et qui va servir les gros groupes toujours. Voilà, Ah, c'est des compléments aux gros groupes. Ça, on les aide parce que concrètement, ça peut aussi faire gagner de l'argent aux gros groupes en utilisant ces applications-là. Euh, des gros projets industriels, comme tu viens de les citer, bah, là, c'est plus compliqué parce que là, on est vraiment dans un déploiement assez complexe, en fait, au final, parce que il y a un on, système on- complexe on- autour. C'est pas une un techno système isolée. complexe. Ouais. Voilà, c'est un système complexe. C'est-à-dire qu'on tout ce qu'on pensait ou tout ce qu'on pense depuis le début, nous, on le remet en question. Tu vois, c'est comme, bon, je prends un exemple bête, hein, mais tu prends le mec qui a fabriqué la machine à laver. Avant, ce mec-là, on le regardait d'un seul œil en disant, mais il est complètement fou, ce gars-là. Comment on peut croire qu'on va laver du linge avec une machine à laver, puisque tout le monde le lavait à la main? Eh bien, ce qui a fait qu'on a réussi à mettre que tout le monde aujourd'hui utilise une machine à laver, ça a été la détermination et l'ingéniosité de ce gars-là et aussi de ceux qui l'entouraient. Parce que si personne ne l'avait entouré à un moment donné, bah, il n'aurait pas pu développer aussi facilement. Nous, aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on fabrique des nouvelles machines à laver. Mais c'est des machines de transport, et ces machines de transport elles apportent une solution qui est évidente, hein. Une solution d'un train qui va plus vite, qui est pas cher et qui est écologique en plus. Donc du coup, cette solution-là, c'est une solution qui va apporter un plus à ce qui existe déjà. Et au lieu de Un nous plus ou accompagner, peut-être un moins, selon certains bah, dirigeants un peu archaïques, pour les gros groupes, vont se dire, bah oui, on est parce dans une qu'ils se disent concurrence. un moins, c'est pour les négatifs. Parce que, Non, mais un moins pour leur, on va dire, le business cœur ouais, de pur ROI court-termiste d'un prochaine réaction du board. Enfin, il y a ce truc, en fait, pour moi, c'est fou ce que j'entends. C'est-à-dire, très franchement, c'est à la fois éclairant, à la fois effrayant. Et en fait, aujourd'hui, on parle d'industrie. Et ce que tu as dit sur la tech, en expliquant qu'il y avait une différence majeure entre apporter une brique technologique manquante à un grand groupe et le fait qu'aujourd'hui, on propose presque un nouveau système industriel différent, complémentaire et qui sert les besoins des citoyens, et d'entendre qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas bosser dans les bonnes conditions, c'est assez effrayant. Ça répond à une partie de la problématique et à la fois, ça fait un peu peur, quoi. Puis ça doit être, enfin, voilà, tu vois où je veux en venir. la roue tourne en fait. La France, elle a été une terre d'innovation, une terre d'industrie, depuis Charles de Gaulle à Georges Pompidou jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing. À partir de là, pour moi, ça s'est un peu ramolli. Et aujourd'hui, c'est complètement inexistant. C'est que du flanc. Excuse-moi, hein, je parle un peu Non, 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 mais on est là pour ça, on est là pour ça. assez cash, mais c'est c'est triste. Oui, tu as raison de dire ça, c'est triste. Mais en même temps, on ne peut pas, nous, entrepreneurs français, on a quand même euh, de la chance d'être en France parce qu'on a accès aux écoles, on a accès à la formation euh, gratuitement. Ouais. Tout le monde peut exister. Pourquoi des gars comme moi qui partent de rien, ils arrivent à exister et à faire des choses? Bah, c'est dommage que ça ne suive pas derrière. En fait, ce qui est horrible, c'est qu'on a envie de dire, ça donnerait envie à des parents de dire à leurs enfants, en fait, vous pouvez bosser dans l'innovation, le système scolaire permet de créer des vocations et de vous permettre de travailler, d'accéder à l'éducation. Par contre, allez bosser dans la finance ou allez bosser dans la tech, parce que si vous bossez sur des sujets un peu plus structurants et complexes comme l'industrie, c'est peut-être pas le sujet finalement qu'elle vend en poupe et c'est pas les sujets qu'on va le mieux porter. Ça me fait penser à des parents dont un enfant est très fort au sport et qui préfèrent qu'il aille faire du foot que du ping-pong parce qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, enfin, vous voyez, les salaires et les potentiels d'évolution de carrière financièrement parlant, le footeux versus celui qui fait du javelot, on sait très bien ce qu'il en est. Et c'est un peu cette impression que ça donne et ça fait un peu peur parce qu'on sait à quel point l'industrie peut s'avérer structurante
y compris socialement dans un pays et les perspectives, voilà, elles sont pas, uniquement bonnes. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Ouais, mais c'est des bonnes comparaisons, hein. On met toujours en évidence toujours le plus gros. Et le petit, on le met de côté, il n'existe pas. Et d'ailleurs, il n'a jamais raison, le petit, hein. C'est toujours le plus gros qui a raison. Mmh. C'est toujours le footballeur qui aura raison par rapport au mec qui va lancer le javelot, par exemple, tu vois. Et pourtant, en termes d'ambition, en termes de travail, c'est la même chose, hein. Il y a pas de moins, il y a pas la Il n'y a pas résilience de est la moins, il n'y a pas de même. plus. Le haut Ouais. niveau, c'est le haut niveau pour tout le monde et c'est les mêmes contraintes, c'est le même travail, c'est la détermination, c'est le même mental. Voilà. Super. Tu peux nous parler un petit peu du projet, à Singapour, du coup? Parce qu'en fait, c'est ouais, c'est ce que je disais au début, c'est marrant, les gens pensaient enfin moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Ça y est, en fait, ils partent». Et bon, du coup, ça m'a donné envie de te parler aussi, de comprendre ce qui se passait. En fait, c'est une joint venture sur un projet en particulier. Tu peux nous en parler? Et surtout, Ouais, ouais, est-ce que c'est un début de point de fuite vers, l'Asie où les choses seront peut-être plus simples? Ou est-ce que c'est simplement, voilà, une opportunité? Qu'est-ce que bon, là, Singapour, c'est un autre projet. C'est-à-dire que Singapour fait appel à nos compétences pour créer un chariot. Nous, on fait un partenariat avec cette société qui s'appelle SCI Engineering, qui est spécialisée dans tout ce qui est aérospatial et aéronautique. Et donc, nous, on va créer un chariot en partenariat qui sera dédié à porter des charges lourdes, OK. 10 à 20 tonnes. Donc, mais un chariot sur coussin d'air. On va breveter ça ensemble. Alors, ce travail-là, ils nous ont par contre exigé de le faire donc, directement chez eux. Et là, on n'est plus dans notre train, on est vraiment sur une autre Ouais, une autre techno. élaboration, sur un autre Ouais. travail, c'est sur le coussin d'air. C'est une de nos activités, puisqu'on a trois activités, nous, chez CPS Train, c'est le coussin d'air, la pile à combustible et le moteur à induction. Donc, dans cette brique-là, on va créer une société à Singapour. On va fusionner avec cette boîte pour créer une société et donc là, lancer un chariot quoi, sur coussin d'air. Mais on va pas quitter, on quitte pas la France pour Singapour, hein. C'est vrai qu'on a trouvé cette Vous avez eu des opportunité. possibilités, on vous a contacté. Tu parlais de projets en Afrique, je pense, ça me fait penser à une discussion que j'avais avec Gunther Poly avec cette, usine de papier pierre, un papier qui se recycle à l'infini, qui finalement ira en Afrique après avoir, pu être implanté en Bretagne. Ces gens, ils voulaient pas partir et au final, ils vont y aller. C'est Tu es déjà résigné ou est-ce que tu attends encore? C'est quoi ton état d'esprit par rapport à ça? Alors, jusqu'à aujourd'hui, enfin, jusqu'à quelque temps, j'étais assez optimiste pour un déploiement en France et pas uniquement en France, mais en tout cas un gros déploiement en France. Donc, je freinais un petit peu tous les appels à projets qu'on pouvait me lancer ailleurs. Aujourd'hui, je suis dans un contexte mental différent. C'est-à-dire que je, je ne m'empêcherai pas à partir à l'étranger si j'ai une belle opportunité. Et des opportunités, j'en ai toutes les semaines. Maintenant, j'évalue aussi, parce que c'est mon rôle d'évaluer la faisabilité et la crédibilité, en tout cas, de ces propositions. Mais je ne m'empêcherai pas de quitter la France si cela est nécessaire. Évidemment, et si cela est indispensable. Évidemment, j'ai des équipes Aujourd'hui, j'ai trop subi en France. Mmh. J'ai trop subi et le fait que je subisse en fait ce manque de réactivité fait que mes équipes l'ont subi aussi. Parce que on a concrètement, nous, on est prêt. Tout ce qui est technologie, on est là, tout ça fonctionne, on est bon, on sait que ça va, qu'il n'y a plus qu'à le mettre en place. Pour le mettre en place, on a besoin de budget. Euh, les budgets, bah, on n'arrive pas à les avoir parce qu'on n'a pas de soutien de notre pays. Donc, le manque de budget fait qu'on n'avance pas sur notre navette, sur notre technologie. On- Ça crée aussi des problèmes au niveau des charges courantes, hein, puisque j'ai eu quelques soucis avec certains salariés, comme ça a pu apparaître dans la presse, mais, mais même eux, j'ai envie de leur dire, même eux, tellement qu'ils étaient emballés par ce projet,
m'ont fait confiance. Ils ont dit, ils ont confiance d'ailleurs toujours en ce projet. Ils ont toujours envie d'y travailler. Mais je comprends qu'il y a un petit peu de désarroi de leur côté. Et du coup, aujourd'hui, je ne peux plus permettre ça. C'est plus possible. Ouais. Donc, tu seras Je suis beaucoup plus chef d'entreprise. pragmatique, quoi. C'est en plus quelqu'un qui vient Ouais. du sud, donc je sais pas, qui est probablement aussi attaché au territoire, etc. Mais là, maintenant, tu dois être pragmatique. J'imagine que tu es aussi t'es dans une période où c'est maintenant, pas dans 2 ans, ou plus dans 2 ans. On n'est plus sur le tarmac du Bourget avant 2020, où tu avais encore t'avais du temps aussi. Là, le temps long, tu peux pas attendre 2 ans avant de le développer. Il faut que tu avances, quoi. On est plus dans le temps des belles paroles, là. Tu vois, les belles paroles avec les visites et les photos devant une navette pour pouvoir obtenir un petit peu plus de voix lors des prochaines élections. Non, Ouais, on est vraiment dans un truc, dans un projet concret et comme tu viens de le dire, dans le pragmatique. Là, maintenant, j'ai plus, comme je vis euh, ce projet, hein, je le vis comme si j'étais dans une période de crise où c'est assez stressant. Et là, je suis assez concentré et on n'a plus à perdre de temps. Voilà, ouais. il faut qu'on avance et qu'on avance efficacement. Et donc, si on doit quitter la France, on la quittera. Et d'ailleurs, c'est certainement une des choses qui va se faire, je pense, avant la fin 2021. Bon. Alors, on vous souhaite tout l'inverse. On vous souhaite que tout se débloque en France comme par magie. Euh, mais en tout cas, merci d'avoir pris le temps, Émeric, de nous partager cette réalité qui est engageante à expliquer. Pour résumer le propos, on sent, comme tu dis, un pragmatisme. Je pense que tu n'en es plus au stade d'en vouloir ou d'être en colère, mais de trouver des solutions concrètes pour que ce business il ait la visibilité et le succès qu'il mérite. On reçoit pas mal de mails d'ailleurs de passionnés par le projet. C'est énorme le nombre de gens passionnés par ce qu'on fait. Et Ouais. d'ailleurs, j'ai envie de leur dire merci parce que ça me donne du courage et ça nous donne à tous du courage. D'ailleurs, on a eu des groupes qui sont venus nous visiter, j'en profite pour le dire, hein, des groupes de retraités, des groupes de personnes d'université. Et donc, quand je reçois ces gens-là, j'ai vraiment l'impression de servir, de les servir. Les vrais gens. Ouais. Voilà, et c'est ça mon objectif. Servir ces gens-là avant tout. C'est une magnifique conclusion, Émeric. Merci. On va finir cette discussion et à bientôt et tout le succès mérité. Merci. Merci Aurélien.